fenêtre internationale de la Fédération internationale de football association est prévue du 5 au 13 octobre 2020. L'occasion pour le Togo de disputer des matchs amicaux. Un stade est prévu à cet effet pour les éperviers en Tunisie ou avec le Loro à leur sélectionneur national, bien sûr. Ils affrontent la Libye le 8 octobre. Une autre rencontre face à une équipe de D1 tunisienne juste le lendemain, c'est-à-dire le 9, et le troisième match contre le Soudan le 12 octobre. Ces 25 joueurs sont retenus pour ces matchs tests qui rentrent dans le cadre des préparatifs des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Comment est-on arrivé à cette liste des 25 joueurs? Qu'est-ce qui justifie la présence de 5 nouvelles têtes et aussi l'absence de quelques autres habitués de la sélection nationale? Quel est l'intérêt de chacune des confrontations prévues à Tunis? Pourquoi d'ailleurs la Tunisie pour un stage? Voilà donc autant de questions que vous vous posez naturellement et qui nous intéressent dans cette émission Sport Magazine, où nous recevons pour vous Moudjib Falana, journaliste et directeur de publication du bimensuel Le Mérite Sportif. Bonjour Moudjib. Bonjour Helmut et très heureux de retrouver le plateau. Voilà, un plaisir également pour nous et à tout seigneur, tout honneur. Quoi de plus normal pour évoquer le sujet qu'un journaliste et mieux encore le team manager de l'équipe nationale de football des éperviers du Togo, M. Augustin Amégan. Bonne arrivée dans Sport Magazine. Bonjour Helmut, bonjour Moudjib Falana. Je suis le team media officer de l'équipe nationale du Togo. Voilà. Alors, un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. C'est donc parti pour la première mi-temps de Sport Magazine. Et une question pour commencer. Comment se porte la Fédération togolaise de football en cette période de Covid-19? Disons que c'est une période difficile pour tout le monde parce que c'est pratiquement impossible de faire des projections pour la reprise des compétitions parce que cela ne dépend pas que de la fédération. Il faut une décision de l'autorité gouvernementale. Donc la fédération ne peut pas programmer la reprise des championnats. Donc c'est une période difficile puisqu'il faut préparer les sélections. Cela suppose aussi la reprise des compétitions. Mais pour le reste, disons que ça va. La fédération a profité de ce temps de pandémie où il n'y a pas d'activité pour réfléchir, notamment sur les réformes des tests, autant de choses qui sont utiles aussi pour une bonne administration du football. En tout cas, il y a le Ghana voisin qui a autorisé la réouverture des stades, les entraînements et même la reprise prochaine des championnats. Et en éliminatoire de Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022, dans le groupe G, le Togo a seulement un point. Prépare une double confrontation contre les Pharaons d'Égypte, troisième avec 2 points. Derrière le Kenya aussi 2 points. Et en tête, les Comores, 4 points. Les éperviers sont mal en point dans ce groupe, il est clair. Et ce stage de Tunis devra être déterminant, c'est-à-dire cette fenêtre de journée FIFA sera déterminant pour les éperviers du Togo. Oui, heureusement que la FIFA, dans sa programmation, a prévu la fenêtre internationale d'octobre pour permettre à toutes les équipes de se roder un peu, parce que ça fait quasiment 1 an. Les derniers matchs joués par la sélection nationale remontent en novembre 2019, donc quasiment 1 an que les sélections n'ont plus joué. Donc c'est très utile de mettre à profit la journée FIFA d'octobre pour essayer de revoir les troupes et de réfléchir déjà au match contre l'Égypte, parce que nous savons comment l'équipe joue, voir la forme des joueurs, voir ce qu'on peut mettre en place pour sortir de la double confrontation contre l'Égypte, au moins avec une victoire sur les 2 matchs. On va en revenir peut-être. Alors, pour avoir concouru à l'élaboration de cette liste des éperviers d'une manière ou d'une autre, sur quelle base est-on arrivé à cette sélection? Disons que vous avez les habitués, Jane, Barcola, Abouti, Steve Lawson, Labafodo, Mathieu Dusevi, qui c'est vrai, n'a pas de club actuellement, mais il est en discussion avec un club. Il signera probablement avant le regroupement en Tunisie. Et puis, il y a les nouveaux aussi. Il y a un certain nombre de binationaux qu'on pistait depuis. Finalement, on a réussi à avoir l'accord de Etienne Amenido, qui a été formé à Dortmund, qui a joué en sélection de jeunes pour l'Allemagne jusqu'à la sélection U20 et qui aujourd'hui joue en 2e division à Osnabrück en Allemagne.
Il y a aussi Bessilé Loïc, dont le père est camerounais mais la mère est togolaise, qui lui aussi a évolué depuis les sélections U16 jusqu'à la sélection U18 pour la France, et qui avait donc le choix entre le Cameroun, la France et le Togo. Donc il a été convaincu par le sélectionneur de rejoindre le Togo qui met en place une sélection de jeunes qui va être très, très compétitive. On va revenir encore peut-être plus largement sur ces habitués, également sur ces nouvelles têtes et l'intérêt que vous portez à eux. Alors, Moudi, pour avoir écrit un article carrément consacré la une de ton journal, Le Mérite sportif, dont vous êtes le directeur de publication, comment analysez-vous ces choix dans son ensemble? Je pense quand même que cette fenêtre FIFA va permettre aux éperviers d'effectuer un stage. On parle de stage, c'est au-delà d'un simple match amical. Donc vous comprenez que les joueurs auront plusieurs jours pour s'aguerrir. C'est très important, surtout quand on sait qu'à cause de la pandémie virale, il n'y a plus eu de compétition. Aujourd'hui, quand vous prenez cette liste, à mon humble avis, la liste, elle est assez homogène. Et puis, vous avez des joueurs qui font leur entrée. Et ce qu'il faut noter, surtout au niveau de l'équipe nationale, c'est qu'il y a une génération naissante qui est en train de s'afficher. On ne parle plus forcément de la génération Adebayor, cette génération-là qui nous a tant fait rêver en 2013. Aujourd'hui, je pense quand même qu'il y a de nouvelles têtes. Vous prenez l'équipe nationale du Togo, la moyenne d'âge, je crois, c'est 20-21 ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore de la maturité. Mais si le staff technique réussit quand même à modeler cet effectif, dans 3-4 ans, on aura quand même des joueurs qui seront capables de s'afficher, de s'affirmer. Alors, qu'est-ce qui justifie donc la présence de ces 5 nouvelles têtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont été convoquées pour ce stage? C'est-à-dire, ils ont été convoqués pour quelle fin particulière? C'est déjà de les voir. D'abord, c'est des joueurs qui ont une bonne formation parce qu'ils sont formés dans de bons clubs en Europe. Ils évoluent dans leurs championnats respectifs. Bessilé est capitaine de l'équipe réserve de Bordeaux. Bordeaux, en France. Déjà depuis 2 ans, déjà quand il était à Toulouse, il jouait déjà avec l'équipe pro, notamment avec Dosevi. Et il s'entraînait déjà avec l'équipe professionnelle. C'est un joueur qui est suivi par Dortmund, par Leipzig, par Bayern. Ça veut dire qu'il y a forcément un potentiel que ce joueur-là. Donc, nous avons des difficultés, notamment dans le côté gauche de la défense, puisque Bessilé joue en défense gauche. L'entraîneur a voulu voir s'il peut apporter une réponse à ce poste-là. C'est pareil pour Amenido aussi, c'est un gaucher. On manque cruellement de gauchers purs dans l'équipe du Togo. Donc lui aussi peut nous apporter. Il joue avant-centre ou milieu gauche. C'est un bon renfort aussi. Parmi les renforts aussi, il y a les nouveaux. Il y a Ate Youssoufou qui joue à Wafa, qu'on suit depuis 2 ans. L'entraîneur a voulu l'amener aussi pour voir de près. Non seulement il est latéral droit, où on a quelques soucis aussi, parce que c'est le seul qui joue à ce poste, c'est Steve Lanson, mais il est milieu défensif, donc il est formé milieu défensif, mais c'est lui qui dépend à ce poste. Donc, non seulement Ate Youssouf est latéral droit, mais également c'est lui qui joue les balles arrêtées dans l'équipe de Wafa. Donc l'entraîneur souhaitait le voir aussi de près. Il y a le jeune Josué Doké. Josué Doké qui a été sacré meilleur joueur lors du tournoi AT Tour en Autriche, où vous avez quand même des équipes comme l'UFC Barcelone, Arsenal, Chelsea, Leipzig. Il a été sacré meilleur buteur et meilleur joueur. Donc c'était un joueur que le coach suit aussi depuis 2 ans et qu'il a voulu voir de près aussi. Vous savez, Claude Leroy, dans tout son parcours, a l'habitude parfois de convoquer de très jeunes joueurs. Il a amené Samuel Eto'o en Coupe du Monde quand Samuel Eto'o avait à peine 17 ans. Il a d'ailleurs fait jouer un match au cours de la Coupe du Monde. Il a lancé André Ayew à 17 ans au Ghana. Il a lancé plein de jeunes qui sont devenus après des joueurs confirmés parce qu'il estime que le talent n'a pas d'âge. Et quand vous appelez un joueur qui a du talent très jeune, quand vous l'amenez en sélection, quand il côtoie les joueurs les plus confirmés, ça lui permet de progresser très vite.
il prend de la confiance, il apprend auprès de ses grands et il progresse très vite. Et il pense que Doké peut être de cette génération, de Samuel Eto'o et autres qu'il a lancé très jeune. Alors, pour les confrontations qui seront décisives prochaines face à l'Égypte, vous ne pensez pas que Claude Leroy c'est un peu osé pour faire venir des jeunes en ce moment qui ne sont pas encore confirmés? Je pense quand même que c'est un effectif assez élargi. On parle de 25 joueurs. Oui. À mon humble avis, ce n'est pas trop. Moi, je n'ai jamais critiqué peut-être la vision de Claude Leroy. J'ai plutôt porté un regard critique sur sa méthode. Non, sa méthode. Et après, les résultats n'ont pas suivi. C'est là où j'ai porté un regard critique, je le reconnais. Mais par rapport à sa vision, je pense quand même qu'il s'inscrit dans une objectivité qui peut faire peut-être du bien au football togolais dans 3 ou 4 ans, comme je le dis, voilà, dans le long terme. Mais ce qu'il ne faut pas occulter non plus, c'est que nous avons un public sportif assez exigeant qui attend tout de suite les résultats. Alors bon, on ne peut pas leur refuser. Ça c'est clair. Et bon, c'est vrai que vous parlez de donner la chance aux jeunes joueurs, hein, mais il y a la presse également togolaise qui pense, une partie en tout cas, qui pense que c'était pour sécuriser juste ces joueurs, puisque vous parlez tout à l'heure de ce joueur Pessilé qui avait la possibilité de choisir entre la France, le Cameroun et puis le Togo. Oui, c'est plus facile quand on amène les binationaux très jeunes en sélection africaine que quand on les laisse évoluer en sélection pour leur pays d'accueil. Après, pour les récupérer, c'est difficile. Quand ils arrivent au niveau espoir, équipe olympique, ils ont plus tendance à jouer toutes leurs chances au niveau de... Alors que plus jeunes, il y a les parents aussi qui participent à la décision, mais quand ils deviennent majeurs, ils décident eux seuls. Et c'est plus difficile de les convaincre. Donc si on peut les amener très jeunes. Et en plus, nous, dans notre cas, nous sommes dans une situation où nous-mêmes, nous n'avons pas de politique de formation des jeunes sur place. Nous n'avons pas de championnat de jeunes. Nous n'avons pas de sélection de jeunes qui jouent régulièrement les hautes compétitions pour nous permettre d'avoir dans le cru local des solutions de rechange et pour régénérer le groupe en sélection. Quand on dit on a appelé des jeunes, non, on n'a pas appelé des jeunes. Sur un effectif de 25, vous avez un seul joueur qui, on peut dire, qui est très jeune. Oui. Les autres, ils ont en moyenne 20, 21 ans et au-delà. Donc sur un effectif de 25 ou même de 23, où on sait que c'est seulement 18 qui vont être alliés sur une feuille de match et seulement 14 ou aujourd'hui 15 avec la nouvelle réglementation qui vont jouer, il y a quand même de la place pour amener des jeunes. Si on pense qu'ils ont du talent et qu'ils peuvent progresser très vite, il y a de la place pour amener ces jeunes-là. Et la preuve, depuis que le sélectionneur est venu, il a fait ça avec un certain nombre de jeunes qui se retrouvent aujourd'hui à l'extérieur. Vous prenez Nyavedi, il est aujourd'hui à Monténégro. Thibaut, il est à Bordeaux. Hakim, il est à Lille. Et Yenoussi, il est aussi en France. Et ce sont ces jeunes-là qui demain vont assurer la pérennité de la compétitivité de l'équipe nationale. Puisque au plan local, on ne fait pas de formation et on va mettre du temps, même si aujourd'hui on a un directeur technique national et qu'on va peut-être mettre en place une politique de formation des jeunes, ça va mettre du temps pour déceler des jeunes pour l'équipe A. Donc on est obligé pour le moment de piocher à l'extérieur avec tout ce que ça comporte comme temps d'adaptation. Quand vous prenez par exemple un Pessilé, il ne va pas venir être performant tout de suite. Il va lui falloir un temps d'adaptation parce qu'il n'est pas né ici, il est né là-bas, il n'a pas les habitudes ici. C'est pareil pour Aménie 2 et tout ça. On l'a vu également pour les Gakpé, en dehors de Romao, qui s'est très vite intégré, les Gakpé, les Dosevi, les Serge Akakpo, ils ont mis du temps pour s'adapter à la sélection et après ça nous a produit des résultats. Maintenant ils sont partis, il faut les remplacer et c'est pour cela qu'on a des difficultés à assurer les résultats tout de suite. Vous êtes rassuré? Oui, je pense aussi qu'au-delà de tout ça, tous ces paramètres-là, il va falloir inculquer ou bien intégrer au niveau du staff technique des éperviers du Togo cette culture d'explication à chaque fois qu'on sort une liste. Je pense que les gens ont besoin de comprendre. Oui, effectivement. Et Claude Leroy n'a jamais affectionné cet exercice-là où on doit initier une conférence de presse peut-être pour expliquer les raisons qui sous-tendent... Être confronté aux questions des journalistes. Par rapport à la liste qu'il propose. Bon. Je ne veux pas me justifier. Je pense que Claude Leroy est le sélectionneur national qui a donné le plus de conférences de presse pour présenter sa liste. Dans l'histoire du Togo, bien sûr. Je vous mets au défi. Du Togo. Oui,
quand il est venu les premières années. Ce qui s'est passé après, quand vous avez des journalistes qui s'organisent pour boycotter une conférence de presse, des journalistes qui s'organisent pour venir, pas pour poser des questions, pour comprendre, pour qu'on apprenne ça, qui sont agressifs lors des conférences de presse, ce n'est plus une conférence de presse. Et tout ça, ce qui se passe, dans les questions, ce qui se passe après les conférences de presse, malheureusement, ça crée un climat qui n'est pas propice pour le déroulement des matchs. Dans ces conditions, je ne vois pas pour quelle raison on va continuer par faire cet exercice. Le jour où nous allons nous comporter comme des journalistes, des journalistes. Alors, peut-être que vous dites, moi quand même, je voudrais tout de même dire que, attendez. Peu importe les questions, en tout cas, peu importe les questions, je crois que c'est pas seulement les questions. La conférence est toujours importante. Même le comportement. Vous savez, nous sommes tous des journalistes ici. Même nous-mêmes, dans notre formation, on nous parle de l'éthique et de la déontologie, le comportement que le journaliste doit avoir. On peut poser toutes les questions, c'est pas ça le problème. Parfois même c'est le comportement. C'est comme on vient pour en découdre, on ne vient pas. Alors, vous savez que dans cette condition, c'est difficile de parler de conférence de presse. Pour des Togolais, qui payent des impôts, je le dis comme ça de manière directe, ils ont droit quand même à ce que le sélectionneur national se donne à cet exercice comme vous le faites aujourd'hui, et nous en sommes reconnaissants pour cela, pour avoir des explications et pour pouvoir justifier ces choix quand justement des résultats ne sont pas surtout au rendez-vous. Et donc vous comprenez que des comportements et des questions de journalistes ne peuvent pas justifier le fait qu'ils ne répondent pas à cette obligation, si je le dis comme ça. Non, nous choisissons d'éviter ce qui pour nous paraît plus des parties de pugilat que de conférences de presse en réalité. Mais à chaque fois que le sélectionneur fait sa liste, lors des séances, surtout quand nous sommes à domicile, les journalistes viennent à l'entraînement, ils posent toutes les questions qu'ils veulent et l'entraîneur répond. Et curieusement, quand on est aux séances d'entraînement et que les journalistes viennent, et ils sont plus... le dialogue passe beaucoup plus. Mais quand vous faites un exercice qui amène à la tension, qui crée la tension autour de l'équipe nationale, je ne vois pas de raison... En tout cas, on ne va pas faire le procès de Claude Roy ni de la presse togolaise sur ce plateau. Je pense que pour l'harmonie aujourd'hui du groupe, il va falloir peut-être faire bas la terre et canaliser nos tensions pour le bien de l'équipe nationale. Oui, beaucoup plus sur les résultats. Nous allons peut-être aussi mettre à contribution les organisations de presse. On se parle entre nous, entre confrères, les yeux dans les yeux. Et après, si on crée un climat de sérénité autour de la sélection, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est un devoir pour le sélectionneur de s'expliquer vis-à-vis de l'opinion. En tout cas, plus d'informations fait du bien à nous, journalistes, et à vous, sûrement, à vous, nos chers téléspectateurs. On va observer la pause, revenir juste après le journal pour parler en bonne et due forme de ce stage et de tout le programme, de tout ce que ces éperviers, ces 25 retenus donc pour ce stage qui se tiendra à Tunis, en Tunisie.